Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour, fondatrice et présidente de la Chambre monégasque de la mode et de la Monte Carlo Fashion Week, incarne l'élégance. Elle est engagée, entrepreneure et créatrice. Elle milite pour une mode responsable et a su accorder glamour, durabilité et éthique. Bonjour Federica Nardoni-Spinetta. Bonjour Geneviève, merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici. Oui, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je disais que tu es une créatrice engagée. Et justement, juste avant de commencer, tu m'expliques que la robe que tu portes, qui est de ta marque, elle est en coton équitable. Est-ce que ça a été un objectif prioritaire pour toi quand tu as commencé à réfléchir à Beach & Cashmere? Tu t'es dit, il faut travailler dans la mode durable. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était naturel, parce que j'ai toujours aimé les animaux, la nature, l'environnement. Donc, je pense que il faut vraiment respecter notre planète et faire des choses équitables, éco-durables. Oui, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que l'industrie de la mode, alors peut-être pas la haute couture, mais l'industrie de la mode, ils disent parfois que ce n'est pas très respectueux de l'environnement parce que ça utilise beaucoup d'eau, parce que ça utilise beaucoup de chimiques. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de corriger ça? Oui, c'est tout à fait vrai. La mode, c'est une industrie très polluante. Ouais. Il y a la fast fashion, qui c'est quelque chose terrible, de terrible. Voilà, exactement. Il faut réagir. L'industrie est en train de réagir. Il faut aussi des lois pour faire respecter ça. Ouais. Et c'est très, très important parce qu'il faut agir maintenant. Pas demain, maintenant. Et oui, d'ailleurs, cette année, à la Monte Carlo Fashion Week 2025, tu avais parmi tes invités, tu avais Renzo Rosso. Oui. Qui est à la tête de la OTB Foundation et aussi, surtout du OTB Group, qui est entre autres, je crois, il y a Marni, Viktor & Rolf et Diesel. Et d'ailleurs, tu as lancé avec tes invités de la Fashion Week une série de conférences. Et dans cette conférence qu'il a donnée, Renzo Rosso, il parlait de ça. Il disait que pour lui, il n'y avait pas d'avenir pour cette industrie sans une adaptation à la réalité d'aujourd'hui, quand même. Absolument. L'industrie est en train de faire des efforts pour l'énergie, pour l'eau, pour les matières, mais aussi dans la façon dans laquelle les gens travaillent, la production. C'est très important. Oui, parce que il y a cette image aussi d'une partie de la production mondiale qui est faite dans des usines qui travaillent tout le temps, dans des conditions difficiles. Est-ce que c'est toujours une réalité ou est-ce que ça change un peu? Ça change lentement. Petit peu. Ouais. Petit peu. Mais il faut faire changer plus et plus vite. Et ouais, mais c'est aussi nous, quand nous achetons. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on corrige aussi notre manière d'acheter? C'est ça. C'est ce que les Anglais appellent la consciousness. Ah ouais. C'est nous qu'on doit être conscients qu'il ne faut pas utiliser la fast fashion. Ouais. Ça, c'est pas facile, hein? Il faut vraiment réfléchir avant de faire un achat et surtout acheter des produits avec des matières durables, des matières naturelles et penser à comment le vêtement est produit. Ouais, tu veux dire pas de synthétique quand tu dis les matières naturelles? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Après, on a aussi des matières, par exemple, véganes, comme là, je pense au cactus, qui c'est la peau végane, ou d'autres tissus. Parce que toi, tu dis les matières naturelles, tu dis pas de cuir alors, pas de peau. Ça aussi, on peut utiliser, parce que on peut recycler aussi, on peut réutiliser. C'est vrai. Ça, c'est très important. C'est la circularité aussi.
Ouais. C'est notre façon vraiment d'aider la planète, de penser. Mais c'est la même chose qu'on doit faire tous les jours. Comme, par exemple, moi, ce matin, je mis un quart d'heure à pied, je suis venue à pied. Oui. Pourquoi prendre la voiture pour polluer? L'eau, il faut penser, on ferme le robinet. Oui. Voilà, c'est ça. Et même les vêtements. Pourquoi on achète? J'en ai vraiment besoin? On achète parce qu'on veut être, on veut être, je pense, hein, tous les gens qui aiment les vêtements, c'est parce qu'ils aiment des looks, ils aiment donner une image d'eux. Bien sûr, bien sûr. C'est difficile de pas vouloir changer. Mais pas trop. Parce que c'est un peu comme notre vie en ce moment. Tout le monde court. Et là, on court toujours derrière quelque chose. C'est mieux de se concentrer dans les choses qui sont bien, qui ont de la valeur, qui peuvent rajouter quelque chose. Et là, par exemple, un vêtement peut durer dans le temps aussi. Alors, tu disais recycler. Est-ce que toi, en tant que créatrice, est-ce que tu y penses déjà à récupérer des pièces et à faire quelque chose avec? Bien sûr. Là, on a fait une collection Mitchenkachu et Monaco avec des voiles usagées du Yacht Club de Monaco. Ah oui? Oui. Ah, super. Et sont des vêtements quand même glamour. Ouais. Et ils sont des voiles recyclées. Comme on a recyclé un filet de pêche. Des filets de pêche. Voilà, ça c'est... On peut vraiment recycler. Bon, il faut avoir... Alors, quand on veut... Parlons de ta vie de tous les jours. Quand on veut être créatrice de mode, quand on veut avoir sa marque de mode, comment il faut commencer? Est-ce qu'il faut être une couturière? Est-ce qu'il faut savoir dessiner? Est-ce qu'il faut être créateur? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour se lancer dans cette aventure-là? Je dirais un seul mot, la passion. Ouais. Être passionné. Ouais. Alors, passionné. Toi, tu as toujours voulu faire ça? Non, alors en effet, moi je dessine, je fais la peinture depuis toute petite. Mon grand-père faisait la peinture. C'était pas son métier, mais il faisait la peinture. Il faisait des beaux tableaux. Et moi, j'ai toujours dessiné. Et vers 14-15 ans, j'ai dessiné des croquis. Ouais. Et après, je choisissais les tissus et je les faisais réaliser. Par des couturières? Oui. Déjà à 14 ans? Oui. Ah oui? Oui. Et j'avais créé aussi j'ai fait une création d'un paire de jeans un peu spécial que j'ai repris dans ma collection Mitchenkachu et Monaco. C'est vrai? Elle avait eu du succès aussi. Oui. Et ça, c'était... je l'avais réalisé à 15 ans, le prototype. Le premier modèle? Oui. Que j'ai encore. Que tu as encore? Oui. Tu peux le porter? Oui. Oh là là. Et même mes filles, elles ont porté. C'est vrai? Et ça, c'est... Oui, c'est un exemple de ce que tu disais, de réutiliser, de garder, de... C'est ça. Si je peux me permettre de faire une citation, c'est une citation de Vivienne Westwood. Ah oui? Elle disait « Buy less, choose well, make it last ». C'est-à-dire, achetez moins, choisissez bien et faites durer. Ah oui. Oui, c'est vrai que quand on se dit... on appelle ça les fonds de garde-robe ou les fonds d'armoire, d'avoir des basiques qu'on peut utiliser pendant longtemps. Oui. Alors, la bonne chemise blanche. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ce serait quoi les essentiels qu'il faut avoir et qu'on peut faire durer? Alors, j'imagine un jean, déjà, tu viens de le dire. Oui. Le jean. Et puis, une chemise blanche, peut-être? Chemise blanche, absolument. Une petite robe noire. Ah oui. Ouais, ça, c'est... c'est fondamental. C'est fondamental? Oui. La petite robe noire. Parce que toi, tu portes quand même beaucoup de couleurs, hein? Oui, j'adore les couleurs. Je suis très solaire. Mais oui. J'aime bien les couleurs, oui. Et tu as des robes noires de base? Tu as une robe noire de base aussi? Oui, aussi. Oui. Voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai une robe noire. Oui, alors, c'est une robe noire... Parce que ceux qui nous écoutent ne te voient pas, mais c'est une robe noire avec un joli tigre dessiné dessus. C'est quand même pas une robe noire, je dirais presque passe-partout, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut... Bien sûr. Alors, tu penses qu'avec 5-6 pièces comme ça, la robe noire, le jean,
une veste, j'imagine. Oui. Une veste qui permet de se mettre tout le temps. Quand je pense aux chaussures, je pense que, alors, bien sûr, des talons, ça c'est important, ça c'est toujours bien. Mais par exemple, avoir des sandales, des plates, ça c'est primordial, ça. C'est primordial. Ouais. Oui. Toi, tu es plutôt plat ou talon? J'ai toujours été talon, mais c'est vrai que c'est pas mal. Avec l'activité, c'est mieux d'être plat. Oui, absolument. Surtout que je marche beaucoup et ce que je disais avant, c'est bien aussi. Et sinon, il faut faire comme les Américaines, avoir toujours un sac dans le sac, tote bag avec les talons. Des chaussures. Voilà, c'est ça. Tote bag avec chaussures de rechange. Tote bag avec les chaussures de rechange. Je le fais. Tu le fais? Oui. Et c'est bien. Bah oui, parce que bon, on n'a pas encore parlé de ton quotidien, mais toi, tu es à la tête d'une entreprise, Beach and Cashmere. C'est une marque, mais c'est une entreprise aussi. Oui. Tu produis? On produit en Italie. Et oui, parce que ceux qui nous écoutent ont entendu quand même que tu as un petit accent italien. Donc, toi, tu produis tout en Italie. Oui. Tu dessines ici à Monaco? Oui. Ouais. C'est tout toi qui dessines? Oui. Bah oui. Et tu fais combien? 2 ou 3 collections par an? Normalement, 2 collections. 2. C'est l'été et l'hiver. L'été et l'hiver, oui. Ça représente 6 mois de travail à chaque fois? Presque, oui. Ouais, c'est vrai? Oui. Comment tu t'inspires? Est-ce que c'est tes voyages? Est-ce que c'est tes envies? C'est quoi qui t'inspire? Oui, c'est l'inspiration, ça peut venir comme ça, disons, de tout ce qu'on perçoit de l'extérieur, des moments qu'on a intérieurs. Donc, on mélange un peu le in and out. Et ça dépend. Là, par exemple, la dernière collection que j'ai présentée pendant la Monte Carlo Fashion Week, c'était pour les 20 ans de la marque. Ouais. Donc, c'était une collection spéciale qui reprenait aussi certains modèles phares. Pour septembre, je prévois une collection. Je suis en train de travailler sur ça, que je vais présenter à Milan, pendant Milan Fashion Week. Ça sera sous l'océan, ça. Voilà. Bon, Milan, c'est une ville que tu connais bien, parce que si j'ai bien suivi, tu as fait la Bocconi quand même. Oui. Parce que la Bocconi, c'est pas une université de fashion, hein? Non. C'est plutôt quoi? C'est économie? Économie, oui, et finance. Oui, j'ai fait management et finance. Ah voilà, pas du tout. C'est tout autre chose. Oui. Bon, remarque, ça doit servir aujourd'hui. Absolument, parce que c'est important, parce que surtout si on a une marque, il faut penser à la partie création, bien sûr, mais il faut penser à la partie management. Parce que ça, sinon, c'est très important. Mais en effet, j'avais choisi Bocconi, parce que à l'époque, je l'ai fait dans les années 90, donc... Et c'était moi j'étais très douée pour la partie mathématique, pour la partie physique, oui. Même si j'ai dessiné, mais c'était une passion, c'était quelque chose à l'époque c'était peut-être on pensait plus à, disons, l'art, c'était un peu les passions, c'était pas comme maintenant, c'était pas un métier. Voilà, ça c'était en effet moi je fais le lycée scientifique, le S. En Italie. Oui. Parce que moi, je suis née à Lazio, et donc je le fais à Lazio. Et quand j'ai terminé, en effet, j'avais pensé à 2 choix. Soit c'était le management, disons, c'était école de commerce, Bocconi, soit c'était physique nucléaire. Physique nucléaire. Voilà, c'était pas la mode. Oui. Physique nucléaire. Mais il ne après, devait pas y avoir beaucoup de filles en physique nucléaire. Non, voilà, surtout à l'époque, non, c'était... Mais, et après, j'ai choisi pour Milan, avec le Bocconi. Voilà, l'université Bocconi, c'est aussi, en Italie, alors pas qu'en Italie d'ailleurs, dans toute l'Europe, à niveau international, c'est un diplôme d'un niveau assez élevé, et très reconnu. Oui, absolument. Mais là, quand j'avais pensé à physique nucléaire, c'était la normale de Pisa, qui c'est aussi quelque chose de reconnu comme Bocconi, mais
Après, c'est vrai que pour une femme, à l'époque, j'ai dit non, peut-être management, c'est plus large. Et peut-être j'avais vu déjà là la possibilité un jour de créer mon entreprise. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que, justement, peut-être que j'avais vu là l'idée de créer mon entreprise, tu lâches jamais vraiment la mode, enfin, tu lâches jamais vraiment la création des vêtements, même quand tu fais tes études. Est-ce que tu te poses la question de savoir ce que va être ton métier à un moment? Oui, bien sûr. Ça, c'est... j'ai toujours continué à dessiner, aussi à faire de la peinture. Bah oui. Et c'était la passion, mais et à un certain moment, c'était pas mal d'années après, il y a un certain moment dans la vie dans lequel on dit il faut que je suive mes passions, que je fasse quelque chose pour moi. Ouais. Et là, j'ai créé ma marque, c'était en 2005. Et ma marque, Beach, Cachemire, Monaco. Pourquoi beachwear? Parce que moi, je suis née à la mer et je suis née près de la mer. Il faut le dire, Alassio, c'est quand même des très belles plages. Hein. Oui. Tout le monde qui est sur la Côte d'Azur, enfin en tout cas sur la Riviera, les plages d'Alassio, tout le monde connaît. C'est sable fin. Voilà. Sable fin, c'est vraiment la plage comme on a dans l'idée. Oui. Tu étais proche de la mer, parce que là tu me parlais du yacht club tout à l'heure. C'est ça. Toujours été sur la mer, quand même. Oui. C'était ma passion. Moi, j'ai fait la voile depuis tout petite aussi. Oui, donc, la mer, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Et le cachemire, pourquoi? Parce qu'en effet, j'ai toujours aimé, c'est une matière noble. Ouais. Et, voilà, donc j'ai pensé de conjuguer les deux. Le cachemire, c'est fragile. Oui. Mais on peut porter du cachemire en été. Oui, absolument, oui. Parce que c'est très léger, disons le cachemire léger. Ouais. Après, on peut le conjuguer aussi avec le soie cachemire. Et c'est très beau aussi. C'est très agréable sur la peau. Et voilà, Beach, Cachemire, Monaco, parce que j'étais à Monaco. Et pour moi, Monaco, c'est vraiment devenu mon pays. Donc, mon pays de cœur. Ouais. Ouais, tu t'installes comment à Monaco? Tu t'installes par amour ou tu t'installes... Alors, moi, j'ai venu à Monaco parce que, terminé l'université, j'ai travaillé pour une grosse société d'audit et on avait un client très important ici. Donc, je passais beaucoup de temps ici et j'ai connu, par hasard, par des amis communs, j'ai connu mon mari. C'est lui qui est devenu mon mari. Donc, c'était par amour. Parce que lui, il habitait déjà ici. Il est venu ici, qu'il avait 17 ans, italien. Et donc, il a dit, non, Milan, moi, je ne vais pas déménager à Milan. Et donc, je suis... Tu étais basée à Milan? J'étais basée à Milan, oui. Absolument. Qui est une ville... alors, on a l'impression que Milan, c'est une ville qui est tellement dynamique, tellement... c'est une très grande ville. Très, très active. Comment on vit à Milan? C'est un rythme soutenu quand même, non? Oui, c'est un rythme soutenu, mais comme j'imagine à Paris aussi ou à Londres. Mais c'est une très belle ville. On vit bien. On vit bien à Milan? Oui. Ouais. Moi, j'ai passé des années magnifiques, formidables. Oui. Donc, tu es restée après tes études à Milan? Je suis restée pour mes études et après pour le travail. Pour le travail, oui. Et tu as fini par déménager à Monaco. Oui. C'est ton futur mari qui a eu raison. Et oui. Mon choix, c'était pour amour. Et là, en effet, on est mariés depuis 27 ans. Donc... oui, c'était un bon choix. Oui. Et donc, quand tu arrives à Monaco, tu parles français ou pas? J'ai parlé un petit peu de français. Bon, je l'avais étudié à l'école et à l'université, mais c'est vrai que... Ça a été difficile, la langue? Non, ça va. Après, c'est vrai que mon accent papa et que des fois, je fais des tours de parole pour dire un petit concept. Tu sais, Jane Birkin, elle a vécu 40 ans en France, elle avait toujours l'accent anglais. Hein. C'est pas... On est tous... c'est une question d'oreille, je pense, mais bon, c'est pas... Donc, la langue n'a pas été un obstacle. Et donc, très vite, tu peux imaginer de faire ton entreprise ou pas? Oui. Ouais. Parce que là,
Maintenant, tu fais partie du club, de l'association des entrepreneurs italiens de Monaco. Est-ce qu'elle existait déjà quand tu arrives? Oui, elle existait déjà. Et c'est une très belle association. Ouais. Ils t'ont aidé? Alors, moi, je l'ai rejoint après que j'ai créé mon entreprise. Ouais. C'est un cercle avec tous les entrepreneurs italiens installés à Monaco. Il y en a beaucoup ou pas? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a à peu près, je pense, 170, quelque chose comme ça, comme membres. C'est important. Oui. C'est très intéressant. C'est une très belle association. Là, en décembre, il y aura le gala. Chaque année, ils font un gala avec tous les entrepreneurs. Ils mettent en valeur, en évidence, certains entrepreneurs. Donc, c'est très bien comme association. Et ça me fait plaisir d'être partie du comité directeur. Ben oui. Tu trouves du temps pour faire, quand on a sa propre entreprise, on a du temps pour faire partie des associations? Parce que là, il y a Beach and Cashmere, mais on n'a pas encore parlé de la Monte Carlo Fashion Week. C'est quand même... Oui. Est-ce qu'on arrive à avoir du temps pour faire en plus le comité directeur d'une association? Oui, bon, alors en effet, il faut trouver le temps. Ouais. Là, par exemple, moi, je suis un comité directeur du Monaco Economic Board depuis 2008. Ouais. Je consacre le temps, mais c'est vraiment un plaisir, un honneur de pouvoir y être. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Et tout au début, j'étais la seule femme. C'est vrai? Oui. Bon, tu dois avoir l'habitude, parce que j'imagine que dans les années 90, quand tu as démarré en Italie, il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus. Oui. Donc tu dois avoir l'habitude. Ça, c'est... Oui. Est-ce que tu as eu l'impression, d'ailleurs, pendant toutes ces années, d'être une femme italienne différente? Non, disons, pas différente, mais j'essaie vraiment de promouvoir l'entrepreneurialité, l'entrepreneurship, et de passer, de faire comprendre des valeurs, les valeurs qu'il y a. Donc, je ne me sens pas différente, mais je pense qu'il faut suivre ce qu'on a dedans et être unique, peut-être. Oui, pas différent. Disons, j'aime pas trop me comparer, me paragonner aux autres ou regarder les autres. Je le fais parce que c'est vraiment quelque chose à moi. Et il faut, voilà, c'est que je disais avant, suivre ses passions, mais sa force intérieure et sa vision. C'est surtout une vision. Des fois, je dis, il faut regarder derrière la colline, on dit en italien, je ne sais pas si en français on dit le même. Il faut regarder qu'est-ce qu'il a au-delà. Il faut voir plus loin, quoi. Plus loin, voilà. Et des fois, peut-être pas tout le monde le voit. Et il faut croire en soi-même. Il faut croire en soi. Il faut du courage aussi. Hein? Oui. Only the brave. Comme disait Renzo Rosso, comme c'est la société, le groupe de Renzo Rosso s'appelle Only the brave. Seulement les courageux. Oui, parce que l'industrie, la fashion industry, comme on dit, c'est un monde difficile aussi. Hein? Très concurrentiel, très compliqué. Hein? Oui. Donc, il faut du courage, il faut de la passion. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais un peu hésitante, où tu t'es dit, est-ce que ça vaut le coup? Ou jamais? Ah oui, ça, chaque matin. Et après, 3 minutes après, j'ai dit, non, mais il faut aller. Parce que tu te lances quand même dans ta marque et tu te lances dans la Monte Carlo Fashion Week. C'est quand même encore autre chose, ça. Hein? C'est pas... Et l'ambition, c'était quoi? Tu voulais vraiment faire des défilés à Monaco? Alors, en effet, quand j'ai lancé ma marque en 2005, je me suis aperçue que... mais ça, c'était aussi grâce au fait que j'étais déjà dans le Monaco Economic Board, donc chambre de commerce, disons. Mais pas que chambre de commerce, mais si on l'a aussi. Mais il n'y avait pas quelque chose d'institutionnel comme la Camera Moda Italia, que je connaissais très bien. Mais il n'y a pas. Et donc, par le biais aussi de la FEDEM, de la Fédération des entreprises monégasques,
on a créé le syndicat professionnel des créateurs monégasques. On a créé ça avec. Ça, c'était le premier step. C'était le premier step. Oui, c'était en 2009, avril 2009. On a créé avec Elisabeth Wessel et Banana Moon. Oui. Et depuis, on a dit, bon, bien sûr, il faut présenter les collections, il faut faire comme les autres villes, hein, dans les autres villes, avoir une Fashion Week. Ouais. Et en 2013, donc c'est quelques années après, oui. Là, entre 2009 et 2013, on a fait des défilés. On avait fait, par exemple, à Milan, on avait fait, je crois que c'était en 2010, A Night in Monaco. Oui. C'était quelque chose organisé aussi avec le gouvernement, avec la principauté. Et c'était au Palazzo del Ghiaccio de Milan. C'était un peu comme un Grimaldi Forum de Milan. Et c'était une nuit dédiée à Monaco. Et nous, on avait fait les défilés là. Et là aussi, on a dit, mais là, il faut faire quelque chose sur Monaco. Bien sûr, promouvoir les marques de Monaco, que ça, c'est le but. Mais aussi lancer Monaco comme plateforme mode. Donc, faire venir des marques de l'étranger. Ouais. Parce que, et ça fait partie aussi de l'attractivité. C'est l'attractivité, oui, culturelle, bien sûr, parce qu'on promouvoit la culture, on va promouvoir la culture, disons, en faisant venir les marques qui présentent les collections, mais aussi économique. Ça, c'est important, parce que les marques, après, elles peuvent s'installer ici et elles peuvent investir ici. Donc, c'est important, ça. Et d'ailleurs, depuis que vous avez créé ça, est-ce qu'il y a eu des marques qui se sont créées? Parce qu'on a l'impression quand même que l'industrie de la mode à Monaco s'est développée. Oui, absolument. On a de jeunes marques qui se sont créées. Ouais. Là, c'est très actif. Ça, c'est... Oui. Autre chose intéressante, c'est... Il y a le pavillon Bosio qui a créé aussi des cours sur la mode. En effet, c'est la scénographie de la mode. Ouais. Mais ça, c'est important. Oui, parce que ça aide à concevoir les choses aussi, hein, concevoir les défilés, concevoir la mise en scène, exactement, concevoir l'exposition. Ouais. C'est quand même important. Hein. Pour ça, ça fait 2 ans qu'on fait venir des écoles de mode importantes. Ils font des défilés avec les jeunes qui sortent de l'école de mode. Là, on a eu Central St. Martin's School de Londres, qui c'est la meilleure école de mode au monde. Ouais. Oui. Et l'année passée... St. Martin's School, c'était McQueen qui était sorti de la St. Martin's School. Alexander McQueen. Oui, notamment. Oui, absolument. Oui. C'est des styles quand même, avec une coupe, avec une façon de concevoir le vêtement qui est très affirmée. Oui, hein. oui. Et tu as repéré Lee McQueen, comme elle l'appelle. Oui, Lee McQueen. Oui. Et là, tu en as repéré dans ceux qui sont venus? Est-ce que tu as vu des talents déjà? Oui. On a une jeune africaine qui fait des choses magnifiques et surtout éco-durables. Oui, ça c'est important. Et en effet, c'est l'industrie du futur, ça. Oui. Et issue de l'agriculture africaine, repris. C'est un beau concept. C'est vraiment quelque chose de très beau. Et là, elle a déjà fait les défilés ici. Nous, on l'a primé avec un award pour les jeunes, pour la partie éco-durable. Elle a déjà eu des autres awards, des autres prix. Et elle a défilé déjà à New York, à Londres. Non, c'est déjà... Oui, c'est un nom qui va devenir... Peut-être, oui. Mais comme... voilà, pour nous, c'est très important aussi on a un peu ce rôle de talent scout. Non? On découvre des talents. Par exemple, c'était pour nous une grosse fierté de découvrir, d'être entre les premiers à primer, à faire venir ici, à avoir son défilé. Raoul Mishra, c'est un Indien, vraiment
vraiment, qui fait des choses magnifiques. Là, maintenant, il est très, très connu et maintenant, il défile à la haute couture à Paris. C'est vraiment remarquable. Il a toutes les stars de la planète qui sont habillées par lui. Et c'était quelqu'un que, à l'époque, que Suzy Metz de Vogue, elle avait défini comme quelqu'un, un patrimoine pour l'Inde. Ah oui, carrément. Elle avait dit, mais quand tu dis on l'avait repéré, toi, la première fois que tu vois ces vêtements, c'est quoi? Parce que là, tu parlais de la jeune africaine, tu parlais de son concept, mais comment tu les trouves? Parce que tu dis le talent scouting, mais ça se travaille. Comment on fait ça? On fait des recherches? C'est en voyageant? C'est comment on trouve ces gens-là? Les deux. On fait des recherches, on voyage. Là, par exemple, pour Central Saint Martin, j'étais montée régulièrement, on regarde, on voit, on connaît, on essaie de découvrir. Voilà. On fait beaucoup, on travaille, on voyage beaucoup. Et c'est un travail... c'est un travail long. Hein, oui, bien sûr. Mais c'est où qu'il faut voyager? Alors là, tu parlais de Londres. J'imagine qu'à Londres, il y a beaucoup de créations. Et il y a d'autres endroits comme ça dans le monde où on trouve beaucoup de créations? Oui. Maintenant, on le trouve un peu partout. Là, par exemple, on a eu pour plusieurs créateurs de l'Amérique du Sud. Oui. C'est magnifique ce qu'ils font. Il y a une créatrice qui reprenait les anciens tenues de Maya, revues, mis en moderne, disons, refaites en façon moderne. Ouais. Magnifique. Ouais. Vraiment, oui. Non, là, il faut... Oui. Là, on était au Japon, par exemple, il y a japonaise. Il y a vraiment partout dans le monde. Et en effet, nous, avec la Fashion Week, on a des créateurs qui viennent du monde entier, des nationalités. On a eu, voilà, de l'Australie plutôt que, voilà, du Pérou, du Mexique, de tous les continents, voilà, de la Russie. On avait eu aussi, en 2015, on avait eu l'année de la Russie, avec des créateurs des pays... des pays baltes, autour. Oui, baltes, mais aussi comme de Kazakhstan, ou plutôt que Azerbaïdjan, avec des créations magnifiques. Oui. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, on crée des vêtements partout dans le monde. Oui. Alors, comment on explique cette... Alors, je ne dis pas uniformisation, mais si on veut trouver un t-shirt Zara, on le trouve dans le monde entier. Hein. Et finalement, tout le monde porte les mêmes t-shirts à la fin. Pourquoi c'est comme ça si on crée partout dans le monde? Et ça, malheureusement, c'est le fast fashion. Disons, il faut vraiment... c'est nous-mêmes qu'on doit penser à réagir, voilà, à s'élever. Tu choisis comment ce que tu portes, parce que j'imagine que quand tu portes quelque chose, il y a aussi un message là-dedans. Oui. Comment tu choisis alors? C'est ça. Alors, si on peut, ce qu'on porte, ça reflète notre philosophie de vie, mais aussi notre philosophie du moment. Hein. Oui. Parce que après, il faut s'adapter aussi aux circonstances, à l'ambiance dans laquelle on est. C'est vrai. Et là, il faut penser à ça. Oui. Du coup, tu choisis tes tenues en fonction de ça? Oui. Moi, oui. C'est vrai? Oui. Alors, est-ce que tu portes plusieurs fois la même chose? Oui. Après, même quand on porte la même chose, on peut la porter en façon différente. Il y a peut-être un accessoire. Voilà. Mais... pour moi, doit être un réflexe de ce qu'on a, de notre philosophie. C'est un peu comme une façon de s'exprimer. Ah bah oui. C'est un message. C'est un message, bien sûr. Oui. Et avec la mode, on peut donner beaucoup de messages. Ah oui, c'est ce que disait Renzo Rosso d'ailleurs dans sa conférence. C'est quoi quand tu dis je vais organiser des conférences autour de la Monte Carlo Fashion Week, c'est quoi ton idée? C'est de rendre ces gens accessibles, ou c'est de vraiment parler mode? Ou c'est peut-être les deux d'ailleurs? C'est un peu les deux, de rendre des personnages accessibles, mais de montrer aussi que des personnages, par exemple là on parlait de Renzo Rosso, ils sont très accessibles,
Ouais. Et il passe des messages, il porte des messages et il nous apprend des choses. Ah bah, il y a une recette du succès parce que Renzo Rosso, c'est 30 ans ou 40 ans de mode. Hein. Oui, oui, absolument. Donc Diesel, oui. c'est une marque à la fois très jeune et très installée. Et il y a quand même une recette du succès. Comment on tient dans cette industrie? Comment on arrive à durer? Parce que tout le monde n'est pas Dior, hein. C'est pas facile, mais bon, il faut être aussi un bon entrepreneur. Ouais. Oui, dans les grands groupes, bien sûr, mais oui. C'est une question de gestion, alors. Oui. Heureusement que tu es allé à la Bocconi. Oui, ça aide. Ouais. C'est important, c'est fondamental. Oui, oui. Parce que finalement, c'est pas si créatif, hein. Alors, il y a la partie créative, mais après, il y a la partie de gestion. Oui. Ouais. Oui. Il faut gérer les deux. Alors, des fois, les grandes marques, ils ont un directeur créatif, mais des fois, le directeur créatif, il faut l'encadrer. Oui. Oui. C'est vrai, le directeur. Par exemple, Gucci, pas maintenant, mais je parle de Gucci un peu avant, quand il y avait Alessandro Michele et Marco Bizzarri, il l'encadrait de temps en temps. Parce que il encadrait Michele. Oui, c'était le créateur, mais bien sûr, il y a un manager important et il y a un créateur important. Et ils avaient fait des choses magnifiques. Et la marque... Vraiment, elle a grandi. Ouais. Elle a fait une croissance pendant 30 ans. Hein. Une quinzaine d'années. Oui. Un peu moins. 12 ans, je crois. Oui. Et c'était... Quand tu dis il faut l'encadrer, c'est mettre la réalité du cost control avec la réalité de la création, c'est ça? Disons, c'est important d'avoir un bon manager et un bon créateur créatif. Pardon. Ouais. Si on n'a pas les deux, soit on a un créateur, un directeur créatif, mais après, les vêtements, il faut aussi que ça se vende. Ouais. Oui, donc, ce que tu dis, c'est que parfois les créateurs, ils peuvent concevoir des choses qui ne sont pas vendables. C'est ça. C'est pas seulement une question de prix, alors. C'est aussi une question de positionnement marketing, de dire il y a des choses qu'on peut pas porter, quoi. Oui. Ou qui vont pas. Oui. Après, c'est pas facile d'encadrer les créateurs. Les créateurs, hein. Parce que Renzo Rosso, qu'il avait Galliano aussi pour Maison Margiela. Ça n'a pas dû être facile. Non. Mais il nous racontait, là c'était pendant le dîner de la Fashion Week, que pour lui c'était fantastique de travailler avec Galliano. Ah oui, il a dit que c'était une des meilleures choses qu'il a fait. C'était oui. Après ça c'est pas facile, mais bien sûr rien n'est facile. Non, c'est ça. Oui. Rien n'est facile en fait. Ouais. C'est ça, on a cette image de la création, de la mode comme un métier assez léger. En fait, pas du tout. Oui. Non, c'est une industrie. Hein. C'est une industrie, oui. Et même quand vous voyez les défilés, c'est beau. Oui, c'est beau, mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Backstage, on a une centaine de personnes. C'est vrai? Oui. Oui, est-ce que c'est vrai qu'on coud encore dans le backstage des défilés? Ah oui, oui. C'est pas juste pour les reportages de la télé, quoi. On fait vraiment... Oui. Alors, pas tout le temps, mais là, après, ça dépend aussi quel type de défilé. Mais là, par exemple, nous, cette année, on a eu Roberto Cavalli... Et la maison Roberto Cavalli qu'ils ont présenté. Là, c'était la première fois, ils n'avaient jamais présenté leur collection couture. Ils ont présenté la collection couture. Et il y avait Oui, ils étaient là avec les machines à coudre. Et avec, tout ce que... Parce que là, en plus, c'était la couture, c'est quelque chose de vraiment spécial. Oui, c'est vraiment du sur-mesure absolu, quoi. Oui. Et eux, ils ont présenté ça parce qu'en effet, c'était la présentation pratiquement 3 semaines, presque un mois à l'avance de Cannes. Parce que sur Cannes, après, il y avait
ils étaient portés par, oui. voilà, par des stars, par des... À vos festivals? Oui. Il y a des robes qui ont défilé à Monaco, qui ont été portées à Cannes. Oui, absolument. Oui. Bon, ça c'est important dans une référence aussi. Hein. Oui. Aujourd'hui, tu dirais que la Fashion Week, la Monte Carlo Fashion Week, elle est installée, ou il y a encore du travail avant de pouvoir compter sur Monaco comme une étape? Il y a toujours du travail. Oui. Là, par exemple, en effet, nous, dans l'organisation, dès qu'il est terminé, quelques jours après, on commence pour l'édition suivante. Donc là, on a déjà commencé à travailler sur l'édition 2026. Et notre but, c'est de faire connaître encore plus la manifestation et que se pérennise. Et ça, c'est important. Il faut vraiment qu'elle soit connue encore, faire venir toujours des marques de l'étranger, bien sûr, mettre en évidence les monégasques, ça c'est important. Et disons, dans les projets futurs, c'est aussi de la faire devenir, parce que là c'est une fois par an, pourquoi pas 2 fois par an. Ça c'est un gros challenge. Mais peut-être là, en effet, on est en train de travailler sur, pour novembre, une petite édition. Ça ne sera pas une Fashion Week, mais un petit summit, surtout avec des conférences. Surtout avec des conférences? Oui. D'accord. Ouais. Donc moins de défilés, plus de conférences? Pour novembre, pour la deuxième partie. Oui. Parce que les défilés, c'est vraiment beaucoup, une grosse organisation. Hein. Est-ce qu'il y a des endroits à Monaco pour faire des défilés? Parce qu'aujourd'hui, la mode défile partout. On a vu Jacques Mus défiler sur un pont, Dior aussi, Louis Vuitton dans le désert. Enfin bon, donc on défile partout. Est-ce qu'à Monaco, il y a des endroits comme ça? Alors, je crois que Céline était venue il y a quelques années pour défiler au stade. Oui. Et je crois que Vuitton avait défilé sur la place du Palais. Oui. Mais quels sont les lieux que toi, tu aimes à Monaco pour proposer pour les défilés? Alors, on a beaucoup de lieux. Nous, dans les années, on a utilisé beaucoup de lieux. Là, par exemple, on avait fait, je pense à la collection des voitures. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'avais eu la chance de visiter la collection des voitures tout de suite qu'ils avaient ouvert, dès que ils étaient créés. Et je me dis, mais là, on dirait, j'avais parlé avec la directrice, mais là, on dirait un catwalk, on pourrait défiler. Et comme ça, on a fait les défilés. C'est comme ça que ça s'est fait. Oui, absolument. Et là, on avait fait des défilés. Et là, c'était un lieu magique. C'était très spécial. Mais on a fait à l'opéra, on a fait au musée océanographique, on a fait au Grimaldi Forum, on fait au Yacht Club. Mais on a fait un défilé au musée d'anthropologie. On a fait dans des lieux, dans différents endroits. Oui. Parce que je crois que c'est Chanel qui avait fait la collection croisière au beach aussi, au Monte Carlo Beach. Oui. Ouais. C'est quand même. Est-ce que tu dirais que Monaco c'est un lieu pour défiler aussi? Oui, absolument. Oui, mais même là dans la rue, oui. On avait fait un petit défilé sur le port ici, pas loin d'ici, sous les arcades. Voilà, c'est vraiment un catwalk. Monaco, ça peut être un catwalk partout. Oui. Est-ce que c'est facile de convaincre des créateurs de venir défiler à Monaco? Les gens de l'étranger aiment beaucoup Monaco. Hein. Oui. Après, c'est pas si facile, si simple, disons. Oui, bien sûr. C'est sûr, c'est des grosses organisations, surtout les marques qui sont importantes. Il faut prévoir beaucoup à l'avance. Ça, sûrement, c'est. Ouais. Mais dès qu'on dit Monaco, les gens. C'est vrai? Oui. Un peu partout dans le monde. Oui. Est-ce que tu voyages combien de temps dans l'année, à peu près? Oui, je n'ai pas l'estimation, je ne sais pas combien, mais beaucoup, oui. Mais les voyages sont font d'inspiration. Bah aussi. Oui. Comment tu fais quand tu voyages? Est-ce que tu voyages en famille?
Alors, je voyage, ça dépend. Professionnellement, on voyage seul. Ouais. Après, je voyage aussi en famille. Bon, mon mari, il est agent de voyage, donc ça aide. ça peut servir. Ça peut servir. Et alors, vous avez 2 filles ? Oui. Qu'est-ce qu'elles font maintenant ? Elles travaillent dans la mode. Voilà. Voilà. Je me sens coupable. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais vraiment loin de l'arbre. Oui. C'est toi qui leur as donné la passion de la mode ou... Je pense oui. Ouais. De tout petit. Oui. Et là, ils ont presque 23, 25. Et elles habitent à Londres et travaillent. Une travaille dans un bureau de presse mode et l'autre dans une société événementielle. Pour la mode. À la mode. Oui, plutôt à la mode, oui. Ah ouais. Elles pensent qu'elles vont revenir un jour à Monaco ou pas ? Oui, absolument. Mais là, c'est bien quand elles sont jeunes de faire une expérience, de faire, oui, après revenir à Monaco. Oui, non, mais pour elles, venir à Monaco, c'est toujours bien. C'est leur maison. Bah oui. Elles ont été élevées ici ? Oui, elles sont nées ici et sont enfants du pays. Et la chose bien, c'est qu'elles sont trilingues parfaitement. Et ça, c'est... Trilingues ? Oui, parce qu'elles parlent français, anglais et italien. Ah oui ? Oui, parce qu'ils ont fait les écoles. L'école, en effet, ils étaient tous les deux. Ils ont fait l'académie de musique, donc les horaires aménagés, la musique. Ils font de la musique ? Encore maintenant ? Encore un peu, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De continuer les passions, de continuer à... le plaisir. Le plaisir, voilà. De porter les valeurs, nos valeurs. De continuer à les promouvoir. Alors. Oui. Beach and Cashmere, ça va continuer. Oui, bien sûr. Oui. Là, on a la collection. C'est une collection dédiée plus à l'océan, donc voilà. Alors, on va venir voir ça. Merci. Merci Federica d'avoir trouvé un moment pour nous. Merci Geneviève, merci.